As-tu déjà pensé utiliser ton CELI comme levier pour investir? Ou encore, as-tu déjà pensé utiliser la stratégie Power of the Paycheck? Est-ce qu'un conseiller t'a encouragé à faire ça, par exemple, mettre tes CELI en garantie pour investir ou disant Hey, amène tes CELI par ici, tu vas pouvoir utiliser un prêt ensuite pour faire d'autres choses? Si tu te demandes si ces stratégies-là sont pour toi, alors l'épisode d'aujourd'hui va t'intéresser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On va répondre à ces questions-là aujourd'hui pour toi. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Tout part d'un message que j'ai reçu d'une auditrice qui me posait des questions liées justement à un prêt CELI. Je vais vous lire la question que j'ai reçue. Bonjour Frédéric, j'aimerais te proposer un sujet de balado. Avec une amie, nous discutions de finances et elle avait déjà travaillé avec un conseiller financier indépendant. Elle m'a parlé de deux choses intéressantes. Un, il existe une institution qui émet un billet de reconnaissance d'un CELI détenu afin d'investir. Si on transfère notre CELI avec eux, ils émettent un billet de 75% de la valeur du CELI détenu dans leur institution, un peu comme l'équité d'une maison, ce qui permet de ne pas décaisser le CELI pour investir dans l'achat d'un duplex, par exemple. Et deux, encore une fois, cette institution financière-là a un produit qui permet de rembourser avec souplesse l'hypothèque en ne laissant jamais $1 dormir. Ça s'appelle The Power of the Paycheck. On dépose la paye au complet, on retire ensuite au besoin pour l'épicerie, pour faire nos dépenses, ce qui fait en sorte que 400 $ a été utilisé sur 3 jours, le paiement d'hypothèque, mais au bout de compte, cela fait une différence. Bien entendu, je suis extrêmement ouverte à connaître d'autres produits financiers alternatifs de ce genre. S'il en existe, j'aimerais que tu nous les partages. OK, donc ici, on parlait de Power of the Paycheck, OK, dans la question. Donc, on va parler de ces deux stratégies-là aujourd'hui, puis je vais vous donner mon point de vue, les nuances qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et puis, on va essayer de déterminer si ça peut être bon pour nous dans notre situation. OK? Premier sujet, OK, le prêt adossé à des placements en général. OK? Parce que là, ici, dans la question, on parlait du CELI. Puis aussi, on parlait là, que c'était un conseiller financier qui avait proposé ce produit-là. Ma position. J'ai déjà réfléchi à ça, OK, premièrement. Évidemment, je suis au courant que ça existe parce que là, aussitôt qu'on a des placements dans une institution financière, ben, on sait qu'on a des actifs. On a des actifs financiers, c'est quelque chose qui nous appartient. On pourrait décider d'aller emprunter contre ces actifs-là, mettre ça en garantie pour aller encore plus vite puis investir encore plus. OK, donc là, moi, quand j'ai réfléchi à ça, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire ça, j'ai pesé le pour et le contre, OK? Et pour moi, il y a un gros contre dans ces cas-là, c'est que souvent, ces produits-là viennent avec des conditions. Donc, on va, par exemple, mettre nos placements en garantie et oui, on va pouvoir avoir un prêt peut-être à 75% de la valeur. Par contre, la plupart du temps, ça va venir avec une grosse condition. C'est la condition où est-ce que on peut faire un appel de marge si jamais la valeur des placements descend. Exemple, on a un placement de 100 000 et puis l'institution financière permet de nous prêter jusqu'à 75% de cette valeur-là. Parfait. On prend un prêt de 75 000 on prend 75 000 ensuite, puis on va acheter d'autres actifs. OK, là, ça c'est bien, ça va bien jusqu'à présent. Mais si la valeur de nos placements à l'origine diminue sous un certain seuil, et c'est des choses qui peuvent arriver, surtout si on parle d'un CELI, par exemple, si nos placements descendent en dessous d'un certain seuil, eh bien, l'institution financière se garde le privilège de rappeler le prêt. Donc, exemple, vos placements passent de 100 000 à 50 000 parce que c'est investi sur les marchés financiers et ça peut arriver un crash boursier. C'est déjà arrivé dans le passé, eh bien, la banque pourrait vous dire, bon, ben moi, le 75 000 que je t'ai prêté, parce que tes placements maintenant valent juste 50 000 je vais te demander de le rembourser maintenant.
Et là, je ne connais pas exactement la mécanique parce que je n'ai pas, moi, utilisé ce type de placement-là, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Dans l'investissement, c'est important de garder la route dans les creux comme dans les hauts. Et puis, le problème avec ces stratégies-là, c'est que lorsqu'on arrive dans le creux, on doit vendre absolument à perte. On n'a pas le choix. On est forcé par l'institution financière. Et là, ça crée des pertes. Et puis là, plus qu'on était à levier, on va perdre encore beaucoup plus que si on n'avait pas utilisé l'effet de levier. OK? Donc, pour moi, cette stratégie-là, ça manque de contrôle. Moi, j'aime beaucoup mon indépendance financière et lorsque je vais utiliser des stratégies comme ça, je vais donner du contrôle à l'institution financière. L'institution financière va pouvoir décider ou non si je vais vendre mes placements basés sur la valeur qu'ils ont. Donc, moi, c'est un big no-no à ce moment-là et je n'ai jamais voulu aller avec là. Donc, moi, assez tôt, je me suis rendu compte que ce que je voulais dans ma vie, c'est que mes placements, mes actifs financiers, j'allais utiliser de l'argent épargné pour investir sur les marchés financiers. Okay? Je n'allais pas utiliser des prêts leviers adossés à d'autres placements de cette façon-là. Là, ici, l'auditrice mentionne qu'elle pourrait emprunter pour investir dans un duplex. Imaginez que la valeur de son CELI diminue et que l'institution financière rappelle le prêt alors qu'on a utilisé cet argent-là pour investir dans un duplex. Alors là, c'est super compliqué. Où est-ce qu'on va prendre l'argent lorsqu'on va avoir un appel de marge justement pour rembourser ça en cas de problème? J'avoue qu'ici, que là, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, les stratégies que les riches utilisent, c'est une chose. Tu sais, si on a 10 millions en valeur nette et puis qu'on va chercher un prêt levier adossé à des placements d'une valeur de 100 000 on s'entend que c'est une petite partie de notre valeur nette puis que ça ne va pas affecter notre progression d'enrichissement. Mais si on a 200 000 de valeur nette et on décide d'emprunter comme ça avec effet de levier 100 000 on met en péril pratiquement toute notre valeur nette. Donc, c'est une toute autre situation. Donc, moi, je dirais faire attention à ça lorsqu'on vous dit, oui, c'est la stratégie utilisée par les riches, mais on ne dit jamais c'est dans quelle proportion de tous nos actifs qu'on fait ça. Est-ce que la personne vraiment qui va faire ça, si elle a des millions de dollars en arrière puis qu'elle a d'autres choses, elle a sa propriété qui vaut 2 millions, elle a peut-être d'autres actifs ailleurs, son entreprise qui vaut 1,5 million, puis là, qu'après ça, on décide d'aller utiliser l'effet de levier sur une petite partie de nos placements de cette façon-là, effectivement, ça peut marcher, puis le risque, ben, même s'il arrive quelque chose, ben, c'est pas si grave. On va quand même continuer de s'enrichir parce qu'on a tout le reste autour, OK? Lorsqu'on ramène ça à notre situation, si nous, on est présentement entre 0 et 500 000, entre 0 et 750 000 de valeur nette, peut-être que c'est pas pour nous ces stratégies avancées-là, OK? Ça, c'est le point que je voulais faire. Moi, personnellement, valeur nette, nous, on est rendu dans notre famille, pour notre couple, à 2 millions de valeur nette. Moi, je n'utilise aucunement ces stratégies-là, donc de prêts adossés à des placements. Je ne vais pas m'attacher comme ça et prendre des gros risques comme ça. OK? Donc ça, c'était pour répondre à la première partie de la question, le prêt adossé à des placements comme le CELI, par exemple. Okay? Dites-vous aussi si les conseillers financiers vous arrivent avec des possibilités comme ça. Regardez, c'est quoi le taux d'intérêt exactement de ce prêt-là? Et regardez la commission que la personne va avoir. Regardez qu'il y a des incitatifs en arrière de ça qui est autre que votre sécurité, puis vos avantages long terme. OK? On va ajouter beaucoup de risques en utilisant une stratégie comme ça. Moi, personnellement, j'ai décidé que l'investissement sur les marchés financiers, c'était fait avec l'argent que j'avais épargné. Point. Ensuite, l'autre stratégie mentionnée dans la question de l'auditrice, la stratégie Power of the Paycheck. OK, je vous rappelle un peu c'est quoi. On a, OK, oui, notre hypothèque. Supposons qu'on a une hypothèque de 200 000. Je prends un chiffre arbitraire comme ça. On a acheté notre propriété, notre résidence principale, puis on a une dette de 200 000 sur cette propriété-là. On peut aller voir un prêteur qui a un certain type d'hypothèque, une hypothèque de type parapluie, de type réavançable, de type marge hypothécaire. Et exemple, de ce 200 000, on décide de prendre un 25 000 pour mettre en marge de crédit.
OK? Puis ça, c'est une marge de crédit ici, dans le cas de ce prêteur-là, qui est particulière parce que c'est une marge de crédit de laquelle on peut aussi faire des transactions, c'est-à-dire on peut recevoir notre chèque de paye, puis on peut faire nos dépenses. OK? Donc là, revenons, l'idée du 200 000 de dette, on va prendre, oui, peut-être un prêt de 175 000 qui lui est amorti. On a un paiement mensuel et ensuite, on aurait une marge de crédit hypothécaire de 25 000 où la marge de crédit, on peut rembourser en tout temps sans pénalité et où on ne paie que les intérêts mensuellement sur cette marge-là. Donc, supposons qu'on utilise ce prêteur-là, ce produit hypothécaire-là, et qu'on a 25 000 de marge de crédit, le prêt de 175 000 à côté, total 200 000, et que, exemple, le couple dépose sa paye dans le compte marge de crédit. Donc, supposons que les payes pour le mois sont de 5 000 $. Donc, on passe de 25 000 donc de marge hypothécaire à 20 000 lorsque les payes vont être déposées. Et puis là, au fur et à mesure que le mois avance, oui, on fait nos dépenses. Possiblement que si on a 5 000 de dépenses pour le mois, à la fin du mois, la marge hypothécaire va être ramenée à 25 000. Mais pendant tous les jours où est-ce qu'on sera à 20 000, on paye moins d'intérêt. Parce que, vous savez, l'intérêt est calculé quotidiennement sur tous les types de prêts hypothécaires, sur tous les types de prêts. En fait, là, ça, c'est la loi. Normalement, le solde, ce qu'on doit, l'intérêt est calculé quotidiennement. OK? Basé sur un taux d'intérêt, oui, qui peut être capitalisé aux 6 mois, ou en tout cas, il y a différentes façons de calculer là, le taux d'intérêt qui va être calculé quotidiennement. Mais cette façon de faire-là, ce que l'institution financière vous dit, c'est le power of the paycheck, c'est la puissance de la paye, c'est-à-dire qu'on utilise notre paye pour réduire temporairement notre dette, payer moins d'intérêt. OK? Bon, ça, c'est la stratégie. Et puis, sur le long terme, ça fait en sorte qu'on paye moins d'intérêt versus si on dépose notre paye dans un compte séparé puis que notre dette reste tout le temps à 25 000, par exemple, dans ce cas-là. OK. Maintenant, oui, mathématiquement, ça fonctionne. OK? Par contre, là, ici, la nuance que je veux apporter, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Moi, je ne l'ai pas fait pour mes finances personnelles. Je ne vais pas aller optimiser de cette façon-là parce que je ne veux pas mélanger, moi, l'endettement puis mon épargne. Je veux garder ça un peu simple, si on veut. OK? Parce que là, on mélange deux choses. En faisant la stratégie Power of the Paycheck, on mélange notre endettement avec nos opérations bancaires, notre paye. On mélange des choses. OK? Puis là, on nous dit que mathématiquement, ça fait du sens, mais on s'entend que psychologiquement, on mélange des choses et là, il y a un réel danger. Ce que l'institution financière ne va pas nous dire, mais qu'elle sait très bien en passant, c'est que là, on se retrouve avec un compte de banque où est-ce qu'on peut aller dépenser de beaucoup possible que notre limite sur notre marge de crédit, c'est pas seulement 25 000, possible que la limite sur notre marge de crédit, c'est 100 000. Et puis là, on se retrouve à faire des dépenses dans un compte où est-ce qu'on a une quantité illimitée de fonds. Pas limitée, évidemment, c'est limité, mais on a une quantité beaucoup plus grande que ce qu'il y a en réalité d'argent. Parce que ce compte de marge de crédit-là est négatif, puis peut-être que la limite est beaucoup plus élevée que la vraie dette, la dette réelle qu'on a. Donc, ici, il y a un danger de un peu perdre de vue l'objectif, qui est d'optimiser puis de payer moins d'intérêt, puis de se dire, là, j'ai, moi, l'argent dans mon compte, de toute façon, c'est pas grave, je peux mettre la voiture dans mon compte Manuvien, il n'y a pas de problème, j'ai l'espace, j'ai la limite. Et puis, c'est ce que l'institution financière espère. C'est un peu comme l'utilisation de la carte de crédit. C'est pratique, tous les commerçants vont la prendre, mais le danger avec ça, c'est quoi? C'est qu'on perd de vue justement que nous, ce qu'on veut, c'est ne pas payer d'intérêt à la consommation et que ça devient trop facile, trop pratique justement et qu'on mélange consommation et endettement. Moi, j'aime ça qu'on sépare les deux parce que mon but, moi, ça l'a toujours été quand j'ai pris mon hypothèque. L'idée d'avoir une hypothèque, c'était d'acheter ma maison, d'être propriétaire d'un condo, d'embarquer sur l'échelle de la propriété pour ne plus avoir à payer de loyer. Il ne faut pas l'oublier, cet
objectif-là. C'est pour ça qu'on va chercher une dette. La seule dette pour moi qui est valide qu'on devrait prendre, c'est pour l'achat de notre propriété. Tout le reste, on ne devrait pas utiliser l'endettement pour sa consommation. Jamais. On ne veut pas payer d'intérêt. On ne veut pas payer de remboursement de prêt pour quoi que ce soit. On veut utiliser notre argent. Si on n'a pas l'argent, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter la chose. Pour la maison, c'est différent parce que c'est tellement une grosse dépense qu'on n'y arrivera jamais avec l'augmentation en plus des prix de l'immobilier. On doit embarquer sur l'échelle à un certain point. C'est un mal nécessaire. C'est pour ça que moi, je ne veux pas mélanger ça. Je veux que mon hypothèque, on ait comme objectif de la payer le plus rapidement possible. Moi, je l'ai fait en 13 ans. Je vous encourage à viser un horizon de temps. Peut-être qu'on commence avec 25 ans d'amortissement pour payer son hypothèque, mais idéalement, on va rembourser plus rapidement parce que aussitôt qu'on rembourse plus rapidement notre prêt hypothécaire, on paye moins d'intérêt. OK? Donc, Power of the Paycheck, on n'est pas trop dans l'idée de rembourser son hypothèque de façon rapidement. On mélange les choses, on peut perdre de vue ce qui est important, c'est-à-dire notre indépendance financière, c'est-à-dire ne pas payer d'intérêt pour notre consommation. On peut perdre de vue. Donc, moi, c'est le danger. OK? Nuance, c'est sûr qu'un couple, je sais pas moi, de médecins, OK, qui fait rentrer 30 000 de paye par mois dans le compte, puis qui a toujours des gros montants comme ça, un gros fonds de roulement dans son compte opération, puis qu'on a une dette hypothécaire, ça peut marcher, là. Ça peut être une stratégie si on est discipliné, si on n'a pas de problème vraiment là, avec les dépenses superflues, qu'on a l'argent. Ça peut fonctionner, le Power of the Paycheck. OK, je ne dis pas que c'est complètement farfelu. On peut vouloir le faire si on a besoin d'un gros fonds de roulement, qu'on a beaucoup de dépenses, beaucoup de revenus, puis qu'on veut justement diminuer notre endettement de cette façon-là. Mathématiquement, ça peut fonctionner. OK? Donc, c'est pas 100%, je ne ferais pas ça, mais attention, en général, monsieur, madame, tout le monde, on fait un revenu familial entre 100 et 200 000 $. Je ne suis pas certain là, qu'on a besoin d'aller vers cette stratégie-là. Moi, je préfère qu'on se concentre sur ce qui est important. Hein? Je ne veux pas qu'on aille chercher des miettes puis qu'on s'enfarge là, dans les fleurs du tapis puis qu'en réalité, on perd de vue le big picture, ce qui est d'aller rembourser notre prêt hypothécaire. Puis de mettre de côté dans nos CELI, REER, évidemment, super important pour la retraite. On n'oublie pas ça, OK? On ne va pas se perdre dans des stratégies comme ça pour rien. Donc ça, j'espère que ça répond bien à la question de l'auditrice, que ça répond à vos questions aussi. Est-ce que je devrais utiliser des stratégies avancées? OK, ça va dépendre beaucoup. Vous êtes rendu où dans votre cheminement? Est-ce que vous avez comme entre 0 et 1 million de dollars en valeur nette? Moi, je m'en tiendrais, puis je m'en tiens personnellement à des stratégies plus simples. Je ne veux pas perdre de vue ce qui est important, c'est-à-dire ne pas payer d'intérêt, ne pas dépenser d'avance sans que j'aie accumulé l'argent. Là, ensuite, dans la dernière partie de la question, on parlait, est-ce que tu as d'autres idées, d'autres produits financiers alternatifs de ce genre? Eh bien, là, je vais vous parler de la manœuvre Smith. OK? Moi, c'est un petit peu l'alternative, peut-être la stratégie la plus avancée que je mets de l'avant, qui permet, oui, d'arriver au but, puis je veux le faire d'une façon très, très structurée. J'entends parler des gens, Manœuvre Smith, souvent, ils confondent vraiment la stratégie, moi, que je propose, que je veux mettre en place de façon sécuritaire et qui va vraiment nous faire avancer vers nos objectifs d'indépendance financière. C'est une chose, mais j'entends parler souvent de Manœuvre Smith de d'autres façons, qui n'est pas vraiment la façon qui est sécuritaire ou qui n'est pas tout à fait ce que je propose. Donc, moi, c'est ce que je propose, un plan structuré. Donc, supposons que votre endettement est de 200 000, on revient avec cet objectif-là, puis qu'on veut justement se débarrasser de notre dette. On peut, oui, sur une période de 15 ans, par exemple, décider que notre dette, on va la transformer en prêt qui est déductible d'impôt. On va avoir un placement non enregistré. C'est une stratégie qu'on va mettre en place pour une période minimum de 15 ans. On ne fera pas de court terme avec ça. On va être très, très prudent aussi avec nos placements, dans le sens qu'on va vouloir peut-être faire affaire avec un conseiller financier qui va nous aider à garder le cap. Hein? On ne va pas comme paniquer aussitôt que les marchés vont fluctuer. On va le faire de la bonne façon. OK, Manœuvre Smith de base, puis on va le faire de façon encadrée, accompagnée
pour être certain qu'on garde de vue l'objectif ultime, notre indépendance financière, garder un bon cash flow. On veut que ce qu'on gagne de notre revenu de travail, ça nous revienne. On ne veut pas payer de l'intérêt là-dessus. On veut que ça nous revienne. On veut avoir de l'espace financier. On veut la paix financière. Puis on veut se libérer pour éventuellement ne plus être prisonnier de notre travail. OK? On n'oublie pas que c'est ce qu'on veut. Donc, pour résumer, oui, déposer ta paye dans ton hypothèque ou emprunter contre ton CELI, ce sont des stratégies qui peuvent être utilisées. Moi, ce ne sont pas des stratégies que j'aimais de l'avant. Ce sont des gestes financiers. Il faut faire attention parfois qu'on peut essayer de vous vendre, OK, parce qu'il va y avoir des frais en arrière de ça, il va y avoir de l'intérêt, puis il va y avoir des revenus aussi en frais de gestion, en frais de placement liés à ça. Donc, il y a les gens qui vont vous proposer ça, ont des incitatifs, eux, monétaires pour vous inciter à aller prendre ça. Faire bien attention. Si vous voulez une vraie façon de transformer votre hypothèque en outil d'enrichissement, pour moi, la stratégie que je propose encadrée, c'est la manœuvre Smith de base. Si ça vous intéresse d'aller là, et on n'est pas obligé en passant, on va premièrement regarder dans notre situation, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça s'applique? Et puis moi, je ne me gênerai pas pour vous dire que si j'étais à votre place, je ne ferais pas la manœuvre Smith. Okay, donc ça serait une première étape, à savoir si c'est pour vous. Mais si dans votre contexte, si on a déjà la discipline, si on veut aller une étape un petit peu plus loin vers des stratégies plus avancées, j'irai plus vers ça, on peut m'appeler. OK? On peut m'appeler, faire un appel initial ensemble, regarder comment ça fonctionne. Si on n'a pas encore acheté notre propriété, on peut faire la capacité d'emprunt, on peut regarder le projet d'achat ensemble. Est-ce qu'on devrait mettre une manœuvre de Smith tout de suite en partant? D'habitude, pas nécessairement. Lorsqu'on achète notre propriété, notre première propriété, on ne va pas mettre en place la manœuvre Smith. Ça va être plus tard, peut-être au premier refinancement ou au deuxième qu'on va aller faire ça. Mais ça peut se faire aussi, dépendamment des cas. Si on est déjà très, très discipliné, qu'on a une grosse mise de fonds, ça pourrait arriver. Donc, je vous encourage, si vous cherchez quelqu'un pour vous aider avec une stratégie comme ça, à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, j'espère que l'épisode a été utile. On est le 25 décembre. Je vous souhaite joyeux Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!